Alors, bonsoir à tous. Il est 18h06. Nous allons débuter. Mon nom est Anne-Marie Sigouin. Je vous souhaite la bienvenue à ce comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je suis conseillère de ville dans l'arrondissement pour le district de Saint-Paul-et-Mars, Saint-Henri-Ouest et présidente du comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est à ce titre que je préside la séance de ce soir. On a deux séances ce soir. La première, la présente séance concerne une demande de démolition pour le 6026 rue Mazarin. Je vais présenter les membres du CCU qui sont présents, qui sont là avec moi ce soir. Alors, nous avons Madame Léna Bouchinger, Madame Myriam Joannette, Monsieur Jonathan Chat, Monsieur Daniel-Joseph Chapdelaine et Monsieur Alex Charret. Parmi les membres de l'équipe de la division d'urbanisme, nous avons avec nous la chef de division, Madame Julie Nadon, et la conseillère en aménagement, Madame Marie-Pierre Marchand. Ariane Mercier est également avec nous à la régie, si on peut dire. Et on remercie également M. Jérôme Lavallée à la technique. Alors, à nouveau, je souhaite la bienvenue au propriétaire requérant, M. Alix Souffron. M. Souffron, est-ce que votre architecte sera présent finalement? Ou... Ah, votre micro n'est pas activé. Voilà. On ne vous entend toujours pas. Par contre, peut-être question de volume. Ah, voilà. Bon, ben, j'ai ma réponse. De toute façon, on voit que Monsieur Lemieux vient d'arriver. Louis-Paul Lemieux est en train de se connecter. Voilà. Bonsoir, Monsieur Lemieux. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, on s'apprêtait à commencer. J'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour de la première séance de M. Chat, appuyé de Madame Joannette. Alors voilà, on va y aller comme ça. Donc, c'est Madame Marchand qui nous fera la présentation du cheminement de la demande et des informations concernant la demande de démolition ce soir. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais effectuer la présentation pour vous situer l'immeuble, la demande en question. Donc, le cheminement et l'échéancier qui a été présenté, le dépôt de la demande pour la demande de démolition a été fait le 22 septembre 2020. Il a été présenté au comité consultatif d'urbanisme pour études préalables le 26 avril 2021. Il y a eu un avis public qui a paru le 26 mai 2021 qui s'est terminé le 10 juin dernier. Et donc, ce soir, la décision motivée du comité sera rendue le 16 juin 2021. Il y aura évidemment un délai de 30 jours suivant cette décision-là pour tout intéressé d'interjecter l'appel. Donc, on nous mène au 16 juillet 2021. Et par la suite, il y aura, s'il n'y a pas d'appel, évidemment, il y aura émission du permis de démolition suivant les conditions ou clauses de la décision proprement dite. Donc, l'immeuble est situé dans l'unité de paysage. Est-ce que on ne voit pas la présentation? Ah, ben oui, excusez-moi, j'ai oublié de présenter. Je l'ai présenté tantôt, puis là, je ne l'ai pas représenté. Je suis désolée. Donc, on est dans l'unité de paysage 3.16 Ville-et-Mare Nord. On est situé dans le quartier Côte-Saint-Paul. Donc, on est dans un secteur permettant 1 à 3 logements, une hauteur maximale de 9 mètres avec une implantation de 35 à 65 Nous ne sommes pas dans un secteur à valeur intéressante ou exceptionnelle et le bâtiment n'est pas un bâtiment d'intérêt patrimonial. Donc, on peut voir qu'on est entre les rues Ourteau et Jogle. Au nord, on a la rue Jacques-Hertel et au sud, on a la rue Jolicoeur. Je vous présente quelques photos du contexte de la rue Mazarin. La vue aérienne présentant un îlot avec une ruelle. Donc, le contexte immédiat est la vue actuelle du bâtiment, qui est une maison type shoebox qui est implantée en fond de l'eau, qui est atypique dans la trame urbaine qui l'entoure, qui est entourée majoritairement de duplex. Donc, bref historique sur les occupants, selon l'analyse de l'annuaire Lovell, le bâtiment a été construit en 1912. Vers 1920, il n'y aurait pas eu d'occupants. S'en est suivi de 1930, 40, 50 et 80, en fait, des habitants de la même famille.
En 1990, il n'y aurait pas eu d'occupation selon les registres. Il y aurait eu des transactions de vente entre 2003 et en 2015. Et en 2020, il y a eu acquisition par le propriétaire actuel. Donc, les critères d'évaluation, selon le règlement régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement du Sud-Ouest, on a évalué la demande selon la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Les documents qui ont été soumis, l'étude patrimoniale ainsi que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ont été réalisés par Louis-Paul Lemieux, architecte. L'état du bâtiment, donc l'état de structure du bâtiment, a été réalisé par Pascal Lefortet, ingénieur de CPF Groupe Conseil. Je vais donc commencer à vous présenter en résumé en fait la valeur patrimoniale. Donc, comme déjà mentionné, le bâtiment à l'Est-Sud n'est pas d'intérêt patrimonial pour l'arrondissement ni pour le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Il n'est pas désigné comme lieu historique national par le gouvernement fédéral et ne possède aucun statut en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Et le site n'a pas non plus d'intérêt archéologique ni la rue d'ailleurs. Donc, selon les valeurs documentaires, historiques et sociales qui ont été présentées dans l'étude patrimoniale, évidemment, il relate que la construction du canal de la Chine s'est faite entre 1821 et 1825 et permet aux embarcations de contourner les rapides de la Chine. Construction d'infrastructures a eu un impact sur le développement urbain du secteur dont le territoire restait essentiellement agricole et peu développé. Suivant ce chantier, les activités agricoles ont été perturbées, plusieurs fermes sont abandonnées et seront occupées par des immigrants. L'urbanisation du secteur débute véritablement vers 1850 après des travaux d'élargissement du canal, permettant ainsi le développement et son potentiel hydraulique. Plusieurs industries s'installent le long du canal de la Chine avec les premières constructions de maisons ouvrières qui apparaissent et un premier noyau villageois apparaît près de l'Écluse, comme on peut voir sur la carte de 1907. Sur le plan de 1907, on lit une organisation régulière très typique de la trame montréalaise. Les îlots sont divisés en lots réguliers, longs et étroits, desservis par des ruelles centrales. La densité est encore faible et l'alignement des maisons ouvrières présentes est irrégulier. Les bâtiments sont majoritairement isolés et même, on peut voir aussi qu'en 1907, le bâtiment n'est toujours pas construit. C'est en 1908 qu'est nommé le village Villemort, puis en 1910, il est annexé à la ville de Montréal. Sur le plan d'assurance incendie de 1912, on marque l'apparition d'un alignement des façades sur rue et le bâtiment à l'étude se trouve déjà en recul. Le développement urbain prend de l'expansion et les compagnies immobilières construisent sur les terres agricoles. À l'époque, les deux rives du canal de la Chine accueillent la plus grande concentration industrielle au Canada. On peut remarquer que la plupart des bâtiments sont construits de 1 ou 2 étages et l'adresse civique à ce moment-là est le 200 rue Mazarin. En 1940, on observe une évolution de la typomorphologie du tissu urbain. Donc, on voit une multitude de duplex apparaître. En 1912 et 1940, la plupart des bâtiments résidentiels du secteur ont été construits sur 2 ou 3 étages et s'alignent en front bâti à plus ou moins 2 mètres de la ligne de l'eau. Le type d'implantation en fond d'eau est peu commun dans le secteur et l'adresse civique devient le 6026 en 1940. En 1954, on observe une densification du secteur toujours plus importante et un alignement en front bâti de plus en plus régulier. Et il semble avoir un agrandissement au bâtiment à l'étude. Ensuite, l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959 permet aux navires d'atteindre directement les ports des Grands Lacs, contribuant à la fermeture du canal La Chine à la navigation en 1970. En 1978, la ligne verte du métro est prolongée désormais jusqu'au sud-ouest. En 1996, le canal de la Chine est désigné comme lieu historique national du Canada en tant que berceau de l'industrialisation du pays. À partir de ce moment, se développe un mouvement visant à la réhabilitation des anciennes manufactures et des quartiers résidentiels. On peut voir sur la carte de droite la position du site qui est identifiée par le point rouge. Donc, pour ce qui est de la valeur architecturale et esthétique, toujours basée dans l'étude patrimoniale, on relate la typologie de type shoebox. Il s'agit d'une construction simple et économique permettant aux familles ouvrières de posséder des maisons à un coût abordable au tournant du siècle passé. Le bâtiment a perdu des éléments architecturaux d'origine.
tant en façade que dans ses aménagements intérieurs. Le gabarit du bâtiment témoigne de la construction d'origine, par contre. Le bâtiment à l'étude a subi des modifications à travers le temps, comme par exemple la façade de briques n'est pas d'origine, le changement des fenêtres et des portes en avant, parce que ce ne sont pas des modèles d'origine, et ajout d'un revêtement de vinyle sur la façade latérale. On peut voir ici la vue de l'immeuble en 2008, qui est similaire à la présence actuelle. Donc, étant donné les graves problèmes de toiture, toute conservation du bâtiment impliquerait la restauration, le remplacement complet du plancher, des murs, de la toiture et potentiellement des travaux de fondation. L'étude patrimoniale a effectivement fait un relevé du secteur des montants des shoebox en bien meilleur état. Donc, on peut déjà voir la dizaine de propriétés qui a été soulevée dans l'étude patrimoniale. Quelques photos de l'intérieur de la maison. Pour ce qui est de la valeur contextuelle de l'immeuble, en fait, il repose essentiellement sur sa liaison au tissu urbain résidentiel et à sa typologie atypique. Donc, l'analyse de l'évolution du milieu, de son contexte, nous a permis de constater que le présent bâtiment résidentiel n'est pas en accord avec l'ensemble de l'îlot. De 1912 à aujourd'hui, le secteur a grandement évolué. Un alignement sur rue s'est développé. La plupart des bâtiments ont été construits sur 2 ou 3 étages. Et comme mentionné, le bâtiment est resté atypique et n'a pas suivi cette évolution du tissu urbain. Et il agit comme une fracture au niveau de l'alignement sur rue. Je vous ai mis ici l'extrait du certificat de localisation pour démontrer justement l'alignement au niveau de la rue versus ce bâtiment qui est en fond. Donc, si on résume les valeurs de l'étude patrimoniale, on lui a attribué une valeur de faible à nulle pour l'ensemble des valeurs. Pour ce qui est de l'état du bâtiment, quelques requêtes et travaux qui ont été enregistrés à l'arrondissement. En 2009, on a eu une requête d'inspection. En 2010, un abattage d'arbres d'un arbre malade en façade. Il y a eu en 2017 une demande de permis pour la réfection de la toiture, donc pour le remplacement de la membrane élastomère, en plus du remplacement du pontage, mais le permis a été échu avant que les travaux ne soient réalisés. En janvier 2020, il y a eu une autre demande de remplacement de la membrane et avec un retrait de cheminée, un remplacement du bardeau d'asphalte sur la mansarde et le remplacement du pontage. Mais en 2020, il y a eu dépôt de la demande de démolition. En octobre, il y a eu une requête pour le terrain insalubre avec la présence de mauvaises herbes et de souris. Et il y a eu une requête aussi en novembre 2020 pour identifier le bâtiment comme étant vacant. Donc, dans le rapport d'évaluation de l'ingénieur, on a constaté que la visite a été faite le 22 juin 2020. On peut noter que le bâtiment ne comporte effectivement qu'un seul logement, un étage, mais 2 niveaux, puisqu'il s'agit d'une maison à palier. Donc, il y a un rez-de-chaussée avec un sous-sol partiel. Les fondations sont en béton avec une section avec un sous-sol et l'autre en vide sanitaire. La structure présente un mur en pièce sur pièce et certaines sections du plancher ont été reconstruites avec des solives et des planches de bois. La toiture serait faite en ferme de bois et le revêtement extérieur aurait de la brique avec une galerie avant en bois. Donc, l'enveloppe présente aucune isolation, les infiltrations d'eau et présence de moisissure. La toiture n'a pas été conçue pour l'accumulation de neige, aussi une dénivellation de 2 pouces importante au niveau du plancher. On peut voir la présence d'eau stagnante au niveau des fondations également et des traces de moisissure au niveau du plancher. En fait, absence ou inexistence de fondation, comme vous pouvez voir ici sur la photo de droite, en fait, on voit la solive de rive qui est complètement dégarnie de béton, donc le béton est aucunement structural. Quelques photos de l'intérieur pour montrer en fait les dommages que l'eau a créés et le soulèvement des revêtements de plancher. La conclusion du rapport stipule que selon les observations et notre évaluation du bâtiment, nous sommes d'avis que ce bâtiment pourrait subir des dommages importants et même un effondrement causé par une accumulation de neige sur la toiture. Un bâtiment en contrebas tel que celui-ci doit être prévu pour supporter cette charge de neige additionnelle causée par le bâtiment adjacent. L'ajout d'un étage n'est pas envisageable considérant la méthode de construction utilisée pour les murs extérieurs et le manque d'informations visant les murs de fondation et les semelles. La structure ne serait donc non viable pour subir une rénovation majeure et ne peut être mise aux normes actuelles
sans être démoli. Et la recommandation est recommandée. Je vous ai mis à titre d'information la valeur de l'immeuble qui est de 323 900 $ au rôle de 2018. Pour ce qui est du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, le projet prévoit la construction d'un immeuble de 2 étages de 2 logements où on viendrait se réaligner avec l'alignement sur rue du voisin de droite. Donc, les quelques élévations avant et arrière pour votre information. L'apparence du bâtiment va bien évidemment être évaluée selon le règlement sur les PIA. Voilà. Merci, Madame Marchand, pour la présentation. Pour ce qui est des oppositions reçues à cette demande de démolition, nous en avons reçu une du POPIR Comité Logement qui invoque, bien sûr, comme raison la perte de ce bâtiment qu'il considère comme étant abordable, souhaiterait que la Ville fasse l'acquisition d'un tel terrain et bâtiment. Et nous disent que ce type d'architecture devrait être préservé. On est effectivement en présence de bâtiments de type shoebox et l'arrondissement tient à préserver ce genre de bâtiment dans la mesure où le cas en question a une certaine valeur architecturale et dont l'état de conservation peut laisser espérer un projet de réhabilitation, de rénovation. Mais ça ne semble pas être le cas là, qui nous occupe. Est-ce que parmi les membres du comité qui sont présents ce soir, il y aurait des questions, des commentaires à l'intention du requérant ou de son architecte? Donc, ça semble être clair. On quitte cette salle virtuelle pour délibérer et on vous revient avec une décision dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci. OK. Bonsoir tout le monde. Alors, le comité est prêt à rendre sa décision. Je le ferai, on vous la communique par la lecture de la résolution suivante. Alors, concernant le dossier du 6026 rue Mazarin, attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 26 mai 2021, qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que le comité d'études des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 16 juin à 18 h, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 26 mai au 10 juin 2021, permettant à toute personne intéressée de se faire entendre, conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'études des demandes de démolition. Attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que le requérant a déposé à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé permettant d'en vérifier la conformité. Attendu que la demande d'étude de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions, soit principalement la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et l'utilisation projetée du sol dégagé. Attendu que le bâtiment est largement détérioré et présente des problèmes structuraux importants. Attendu que l'état du bâtiment requiert des travaux de rénovation majeurs qui impliqueraient le remplacement d'une importante partie de ses composantes, ce qui serait considéré comme une démolition au sens du règlement. Attendu qu'une opposition a été signifiée au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits lors de la consultation écrite, il est résolu d'accorder le permis de démolition pour l'immeuble situé au 6026 rue Mazarin, à la condition que l'opération de démolition soit effectuée par démantèlement et que soit soumis un plan de disposition et de traitement des matériaux détaillant les opérations de leur valorisation. Qu'une demande de permis de construction conforme à la réglementation soit déposée à l'arrondissement pour la construction du nouveau bâtiment sur ce site
et qu'une résolution soit approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le conseil d'arrondissement avant l'émission du permis de démolition. Et enfin, que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité. Après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. En commentaire, le comité déplore l'état de dégradation avancée du bâtiment et l'absence d'entretien adéquat au fil des ans. Le comité souhaite également souligner le fait que l'étude patrimoniale soumise était particulièrement succincte et trop peu détaillée. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Alors, ceci met fin à notre première de 2 séances ce soir. Merci, M. Souffron et M. Lemieux pour votre présence et bonne continuation avec votre projet. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi. Pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Oui, alors, proposeur, Mme Bouchinger, et elle serait appuyée par M. Chat pour la levée de la séance. Merci. Merci.